Alors bonsoir, merci d'être nombreux, très nombreux ce soir pour accueillir avec moi Pascal Quignard, qui est quand même un habitué de la maison. Je viens de Lyon et je viens de Lyon, Villa Gilet, je pars à Manos. Donc je vais pas pouvoir venir ni rien, je remonte. D'accord, écoute, non mais ça c'est une longue histoire entre Pascal et nous ici, puisque une histoire qui nous a porté bonheur tous les deux, je pense, puisque le lancement du dernier royaume en 2002 s'était fait ici. Tout début, vous connaissez la suite, évidemment, le prix Goncourt, et puis par la suite une série de livres qui chaque fois arrivent à nous étonner. Parce que j'ai pas lu tous vos livres, ce serait mentir, mais presque tous vos livres. Non, j'en ai lu aucun. Mais vous avez raison. Donc chaque fois qu'un volume du dernier royaume sort, Pascal nous fait l'amitié de venir et on passe ensemble chacun une très très belle soirée, et pour moi comme pour vous je pense que c'est cadeau. La table ça va ou c'est Très bien ta table. Eh bien, il faut que je prenne. Oui. Donne-moi, je vais pas voler le crayon de tout le monde. Donne-moi un petit. Vous vous rendez compte? Ah vraiment? Faites pleurer les femmes. Et je pensais aussi une chose, c'est qu'en fait le dernier royaume, je pensais avoir commencé à le lire en 2002. Et en fait, c'est pas vrai, puisque je ne savais pas que j'avais commencé à le lire avant, avec Vie secrète, qui est en fait le tome 8, bien qu'il soit paru en 98 et qu'il ne s'annonçait pas comme tel. Alors pourquoi cette espèce d'anamorphose du temps finalement? En 1996, je me suis retrouvé à l'hôpital avec des hémorragies absolument terribles et que je ne pensais pas avoir beaucoup de temps devant moi ni rien, et que je me suis mis à écrire quelque chose dans un genre un peu spécial qui était en effet Vie secrète, où je pouvais à la fois crypter ma vie, mentir, méditer, contraster mes chapitres de la façon la plus baroque possible, la plus libre possible. J'avais besoin de quelque chose d'océanique, absolument pas du tout, que je ne puisse pas maîtriser panoramiquement, où je puisse me noyer dedans, où je puisse mourir dedans, dans une entreprise beaucoup trop vaste, un océan. J'avais besoin de ça. Et donc j'ai commencé donc cette série. Donc la première vie neuve sur l'amour, c'est Vie secrète. Là c'est sur la pensée, c'est mourir de penser. Puis les suites, je ne les ai pas encore écrits. On va voir, c'est ta suite. Mais chaque nouveau livre donc réinvente ton propre passé, te crée un nouveau passé, comme chaque amour. Si j'ai bien compris, c'est qu'un nouvel amour lorsqu'on rencontre quelqu'un d'autre. Évidemment, on partage son passé et on se met à avoir un passé commun, même fantasmé, même rêvé. C'est ça? Mais c'est qu'on n'a pas de passé du tout, en vérité. Le réel est sans passé. Donc lorsqu'en effet on se raconte, lorsque les amants s'approchent, ce sont des récits qu'ils essayent d'accorder en prenant des expériences de l'autre, en essayant de conjoindre ce qu'ils ont vécu ou ce qu'ils souhaitent, faire quoi, attirer l'autre vers eux. C'est plus vrai du roman pur, où là vraiment on invente des individus et on se met à vivre leur vie et donc à se transformer complètement. Alors je reviens à ma façon d'écrire pour vous expliquer qu'est-ce que cela a de particulier. Le caractère spontané ne convient pas du tout au fait d'écrire, parce qu'il n'y a rien de moins spontané que de se relire, que de reprendre sans cesse son texte. Donc ça ne marcherait pas. Je crois, pour moi ça ne marche pas. Donc je me suis donné une contrainte dont je suis très satisfait, j'avoue, avec plein de suffisance, je vous dis ça, qui est de volontairement, donc une contrainte volontaire, où je suis volontaire, chaque chapitre qui suit au précédent doit être le plus contrasté possible à l'égard du précédent. C'est-à-dire que rien ne doit correspondre de l'un à l'autre, ce qui donne une difficulté peut-être de lecture. Vous êtes là encore, donc ouf pour moi. Mais peut-être une difficulté de lecture parce qu'on ne va pas, comment dire, dans un sentier qui se suit. Chaque chapitre est très différent. Donc je commence, et puis de contraste en contraste, j'arrive à des histoires que je n'imaginais pas écrire, ou à des confidences que je ne pensais pas faire. La lucidité, donc il y a différents états de la pensée, on va y revenir, et notamment la lucidité est l'état joyeux du cerveau humain, la vision juste, ni l'effet de loupe, ni la vision floue du presbyte. C'est moi.
Ni le gondolement de la myopie, ni l'impression lointaine d'un télescope ne s'accompagnent d'une telle joie. Il y a un plaisir fou à avoir une espèce de lucidité. Oui, oui, oui. Les drogues sont des choses merveilleuses, mais la lucidité pure est aussi une chose merveilleuse. Mais par rapport à l'écriture, pourquoi on pourrait dire ça de l'écriture aussi? Comment vous situez l'un par rapport à l'autre? Écrire, penser. Penser, écrire. Ah, vous touchez au cœur de ce que je cherche à méditer. Parce que j'aimerais pas que vous mouriez au terme de votre 9e. De toute façon, il arrivera forcément que je meure. Mais enfin, si penser mène à mourir, comme vous le racontez si bien, mène à la mort, est-ce qu'écrire, est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre les deux? Juste avant qu'il perde le langage, Émile Benveniste, le dernier cours qu'il a donné au Collège de France, il explique que, comment dire, l'écriture apporte quelque chose à la pensée, en effet, qui est tout à fait, que n'a pas du tout la tradition philosophique ni rien, c'est qu'il n'y a plus d'interlocuteur. Soudain, la langue qui passait du je au tu, s'objective dans le texte, dans l'écriture, s'objective, et on ne s'adresse plus qu'à l'objet écrit. Celui qui passe son temps, comment dire, loin de dialoguer, à séparer sans cesse en lettres, en mots, à fouiller chaque mot pour essayer d'en comprendre un petit peu la nature, à se perdre dans les mots comme dans... il s'ouvre, il se déchire d'une manière qui est quelque chose qui est peut-être un peu proche du déchirement, soit de l'amour, soit de la mort, soit quelque chose, d'une expérience un peu comme ça. S'il y a des questions comme ça, on arrête, c'est très trop bien. C'était pas fait pour moi. J'avais en tête ce que vous écrivez dans l'origine de la danse, à propos de ce moment justement originaire où les poumons s'emplissent d'air, enfin, où l'altérité du monde extérieur, voilà. Mais en branle la psyché, quelque chose comme ça. Ah mais la psyché, le souffle, c'était l'instant où il surgit, c'est le cri. Il n'y a pas d'autre définition de l'âme que le cri. Je ne crois pas. C'est aussi simple que ça. Et alors, c'est très naïf comme question, mais je me demandais, donc, quand vous écrivez « mourir de penser », est-ce que penser, ce serait pas aussi, enfin, une certaine... Enfin, penser, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire finalement, mais est-ce que ce serait pas aussi l'accès à ce point d'origine-là? Parce que c'est comme si la mise en branle de la pensée était finalement forcée, si on peut dire, par l'altérité du monde extérieur, et que finalement, une fois qu'on accède à ce point d'origine, je pense à ce que vous dites d'Ulysse et de ce chien qui... Enfin, voilà, il y a comme, pas une solution, mais un accès à un point d'origine, où finalement on peut... À un point d'origine, ou pour reprendre ce que vous disiez, bien sûr c'est un point d'origine, mais c'est un point de perte. Oui, c'est ça. On perd son contenant, on perd sa mère en naissant, on perd. Il y a beaucoup plus de perdus que de... L'histoire, comment dire, du général qui a mis le feu à Syracuse et qui se met à pleurer. Et un officier lui dit « Non, mais pourquoi vous pleurez ?» Elle lui dit « C'est à cause de la mort d'Archimède que j'ai tué en incendiant Syracuse. » Et le général romain dit « Parce qu'il avait une sirène. Il avait quelqu'un auprès de lui qui pensait. » Et c'est ce perdu-là, si vous voulez, qui dans la pensée pense. Et c'est un lien à la mort, au deuil certainement, à la mort, mais c'est un ouvrir. Pardonnez-moi, là, avec ce que j'ai éprouvé, je pense que tout à coup, beaucoup à Rilke, je pense que là, on trouve quelque chose de très très proche de ce que je cherche à... Ce que je n'arrive pas à penser dans ce livre, mais que je cherche de circonscrire. Si on buvait un peu d'alcool, Olivier. On va parler encore un peu. Non, alors parlez encore un peu. Oui, donc vous dites que rien n'est plus prémédité qu'écriture. Par contre, vous nous dites aussi que vous laissez guider finalement d'un chapitre après l'autre vers une fin que vous ignorez au préalable. Vous n'avez pas de structure préméditée, là pour le coup. C'est un peu Non, ce qui est prémédité, c'est... Non, j'ai même pas une thématique. Est-ce que vous connaissez la façon dont on s'écrit la musique baroque avec les ornements, avec les non, canons non, avec la... comment dire, par exemple, Froberger, une exposition. Après, on fait une plainte. C'est la suite, si vous voulez. Et il n'y a pas... c'est les ruptures de danse, les ruptures de mouvement qui comptent le plus. C'est quand même très prémédité, très structuré, puis les ruptures. Mais sur l'ensemble de la pièce, à part comment dire, la tonalité, qui est la pensée, que tout convienne quand même, et sans ça, ça n'est qu'une suite de... Non, c'est pas un plan... L'écriture baroque, justement, c'est de dire que dès l'annonce du thème,
celui-ci en gêne tout le reste aussi. Après, celui qui me dit, il y a peut-être ce sentiment-là aussi. Mais oui. Mais pas pour écrire. Pas pour écrire. Je vois à la santé de Froberger et de vous. Il y aura d'autres questions. Oui. Je voulais savoir si vous avez conscience d'écrire, de penser une œuvre. Je suis vraiment quelqu'un qui est sans œuvre. C'est une façon de vivre. Si vous voulez, pour être très, très simple, voilà, faire une œuvre, il y a des merveilleux écrivains qui font une œuvre, rien contre ce désir, contre cette œuvre. Mais ça suppose un surplomb, ça suppose, comment dire, de maîtriser sa vie, maîtriser ce que l'on écrit, et de faire ce qu'il faut pour faire une œuvre qui se tienne. Et vous voyez, c'est une architecture, J'ai essayé de faire donc des petits livres parfaits avec ce surplomb. Mais je préfère 1000 fois être plongé dans ce que je fais, et ne rien savoir de ce que je fais. Vous voyez, je laisse la fonction critique aux critiques. Moi, je ne suis pas critique du tout vis-à-vis de ce que je fais. Dans ce sens-là, c'est pas du tout une œuvre. La structurer comme vous le faites, tome 9 du Dernier Royaume, c'est quand même... C'est la vie qui m'accorde d'en faire autant. Puis en fait, si vous vous rendez compte, je vous plains si jamais je devais vivre très 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 longtemps, sur le tome 20. Mais quand j'ai lancé ça, je pensais vraiment vivre 3 mois. Donc je crois que comme un baroque, je numérote, oui, comme les peintres le font. Mais ça n'est pas la même chose qu'une œuvre, que quelque chose de très 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 d'architecturé, de très très très... Et ma vie de même n'est pas du tout une ascèse. Ceux qui font des œuvres ont une ascèse de vie pour pouvoir correspondre à leur œuvre et leur image aussi par rapport à ce qu'ils font. Ça n'est pas du tout. Et si je dois faire de nouveau des livres qui sont souillés de cambouis ou qui sont censurés, je les écrirai de nouveau. Ça vous paraît bien. Vous voulez boire quelque chose? Maintenant, vous avez le droit de boire vous aussi. Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup. Et merci à vous. La chemise. Ah, d'accord.